On se rappelle tous d'une entrée en scène durant laquelle on s'est dit « Ok, c'est celui-là, mon personnage préféré ». Alors certes, les combats, les transformations, les morts sont stylés. Et quoi de mieux qu'une arrivée totalement badass, pleine de frissons, presque inattendus. Une scène qui nous fait bondir de notre chaise, qui nous insuffle de l'espoir face à une situation désespérée, un semblant d'optimisme, une lueur d'espérance, l'un des ressorts narratifs les plus puissants. L'arme absolue du monde des exorcistes, le ninja des ténèbres ou encore le terrible titan surgissant. Je vous propose de vous rappeler toutes de ces entrées légendaires qui nous entourent à jamais gravées. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo et mon contenu te plaisent. Gojo met fin à la fête. Durant la compétition entre les deux lycées d'exorcisme, certains fléaux et vilains sont venus gâcher la fête. En entourant l'école d'une barrière anti-Gojo, ils pouvaient désormais se livrer au carnage dans le but de terrasser les élèves. Ce n'est alors qu'une question de temps avant que le plus grand des exorcistes ne brise la barrière. Et ce sera fait. Le ciel pointe à nouveau le bout de son nez. Là-haut, il se tient debout, se questionnant par qui il vient pouvoir commencer. Sa simple présence chamboule tout le plan. Il pointe alors sans un regard vers son élève, Itadori. Mais il ne l'aidera pas en premier. Il se téléporte instantanément sur l'un des vilains. Ce fou charge Gojo. Puis un seul regard, un seul, aura suffi pour réduire en bouillie le pauvre inconscient. Gojo prend conscience qu'il ferait mieux d'en finir rapidement. Et la voici alors, la scène qui confortera toujours plus la légende du grand Satoru Gojo. Sans horaire bleu, sans senti-horaire rouge, Hanami comprend alors qu'il ferait mieux de fuir. Todo comprend aussi qu'il ne doit pas gêner Gojo. Il a alors violé l'une des techniques les plus dévastatrices de l'exorciste, traversant la forêt entière, annulant tout sur son passage, atteignant sa cible sous les yeux médusés d'Itadori. En un seul coup, il aura divisé l'environnement en deux. Il était venu mettre fin à la fête. Il était venu rappeler qui était le patron. Le massacre de Muzan, la première apparition de la forteresse de l'infini, l'une des lunes inférieures du roi des démons, a été vaincue, et il en a assez de tous ces échecs. Il les réunit alors tous, aucun ne comprenant ce qui se déroule. Que font-ils là? Ils n'avaient jamais vu ça. Puis il est là, d'un côté puis de l'autre. Et face à eux, elle se tient debout. Ils ne comprennent pas d'abord à qui ils ont affaire. La mystérieuse femme leur ordonne de se prosterner. Ils réalisent alors qu'il s'agit du roi démon. Ils s'exécutent, suant à flot. À peine ouvrent-ils la bouche qu'il leur ordonne de se taire. Ils ne sont là que pour répondre à ces questions. Ils posent la première. Pourquoi sont-ils faibles? Pourquoi lui sont-ils si inutiles? Pourquoi seules les lunes supérieures réussissent à tuer des piliers? Ils s'approchent de l'un d'entre eux, Muzan liant chacune de leurs pensées. Alors pourquoi? Dit le loup. Répondit. Muzan saisit ce dernier qui ne cesse de s'excuser en vain avant d'être dévoré. Les autres comprennent alors qu'ils vont tous mourir. Muzan confronte une autre, lui reprochant de craindre plus les piliers que lui, avant de la tuer à son tour. L'un tente de fuir dans la forteresse de l'infini, mais tenter d'échapper à Muzan en tant que démon ne sert à rien. Il se retrouve déjà entre les mains du roi démon. L'avant-dernière tente de négocier, demandant du sang à Muzan. Cela ne fait que l'énerver. Il n'est sous les ordres de personne. Il ne se trompe jamais. Toutes les décisions lui reviennent. Il est la parole absolue. Personne ne peut le contredire. Il vient de lui donner un ordre. Cela mérite la mort, tout simplement. Puis il ne reste qu'elle. Mourir dans ses bras serait un honneur. Elle le remercie même de l'avoir gardé pour la fin. Muzan décide alors de lui injecter plus de sang. Elle lui plaît. Si elle supporte une telle dose, alors elle pourra lui être utile. Muzan tire sa révérence, affirmant pour nous autres spectateurs son statut d'être ultime à abattre. Eren n'est pas mort. L'île de Paradis est devenue un danger d'ordre mondial. Et Willie Taylor compte bien allier le monde face au terrible risque du grand terrassement. Le voilà sur scène, refaisant l'histoire du point de vue de Mar. Sans se douter que quelques mètres plus bas, une entrevue attendue a lieu. Eren confrontant Reiner. Entre chaque dialogue des deux anciens camarades, un retour sur les discours de Willie. La musique monte doucement mais sûrement la hype. On l'attend, on l'attend. Le moment de la revanche. Il y a quelques années, ce sont eux qui ont pénétré les murs de l'île du Paradis,
Ce sont eux qui ont détruit son quartier. Alors, Eren lui demande pourquoi sa mère s'est faite déchiqueter par un titan. Reiner ne peut rien faire d'autre qu'assumer. Il était en mission. C'était son devoir. Eren comprend alors. Si c'était pour sauver le monde, alors il n'avait pas le choix. Puis silence. Eren lui demande pourquoi il est là. Eren lui explique alors qu'au fond, ils sont tous les mêmes. Lui et Reiner ne sont que des victimes. Eren exprimant une compassion glaciale pour son ancien camarade. Et Reiner en profite pour livrer tous ses états d'âme, avouer ses péchés, se mettant à genoux, suppliant Eren de le tuer. Il le mérite. Il est celui qui mérite le plus de mourir. En même temps, le discours au-dessus touche à sa fin. Eren se redresse alors, répétant à nouveau qu'au final ils sont bien les mêmes, tendant la main à Reiner, le relevant. On se demande si c'est tout, si c'est déjà terminé. Alors que les troupes l'ont déjà encerclé, Eren prononce ces mots. Il continuera d'aller de l'avant, lui et son titan, jusqu'à avoir exterminé tous ses ennemis. Les voilà, les éclairs, la scène légendaire. Le voilà, admirez, profitez. Il est là. 2 titans assaillants font leur entrée, répondant à la déclaration de guerre, et c'est lui qui gagnera la première bataille, inversant les rôles pour la première fois. Sasuke face au Hokage. Le ninja déserté de Konoha a déjà fait face à l'un des Hokage. Le Rai Hokage, lui arrachant, le voilà se faisant charger par le chef des samouraïs, le stoppant net. Son regard est féroce et déterminé. Danzo en profitant alors pour s'enfuir. Puis Sasuke décidera d'aller à sa poursuite, avant de voir son chemin barré par le jutsu du Mizukage. Elle ne compte pas le laisser agir comme bon lui semble. Sasuke lui ordonnera de le laisser passer, mais elle ne semble pas vouloir céder. Puis la voilà, attaquant de nouveau. Sasuke utilisant le Susanoo pour se protéger. Son garde du corps viendra l'épauler, déployant son arme, envoyant Sasuke dans le décor. Le jeune Uchiwa est malheureusement déjà affaibli de par son combat précédent face au Rai Hokage. Et lorsqu'il soulève la tête, elle est encore là, lui barrant le chemin. Utilisant son second pouvoir héréditaire, un gaz acide désagrégeant l'armure de Sasuke. Mais rien n'y fait, son chagrin s'affaiblit. Il puise dans ses limites. Et plus forte, heureusement, les renforts. Tout le monde se fait envelopper par le chakra de Zetsu. Il y avait libéré ses spores, absorbant le chakra des Hokage pour prendre forme autour d'eux, puis le transmettre à Sasuke, faisant face à tous les Hokage venus, leur déclarant la guerre. Le retour de Zoro et Sanji. Onigashima. Marco se tient face au terrible King et Queen. Il est en difficulté. Mais 2 autres monstres se sont réveillés à côté. La tension est des plus palpables. Une cigarette, des bandages qui se libèrent. Une silhouette se forme alors. Il en a assez. Un rayon laser vise Marco, mais ce dernier est sûr de lui, prêt à laisser la place à la tête d'affiche. Classé Star, le voilà. Bondissant derrière lui, Roronoa Zoro, venant trancher en 2 l'attaque de King, retombant lourdement au sol après avoir affronté l'empereur Kaido. Et le voilà, se tenant face à ses bras droits. Il comprend que c'est pour lui, sans aucun doute. Les 2 adversaires s'équipent, se mettent en garde. Il ne semble pas saisir la situation, chargeant une nouvelle attaque. Le voilà. L'autre blondinet préféré entre en scène. Les flammes s'engagent. De l'autre côté, le démon utilise le Centaurium. Les voilà chargeant côte à côte, leurs voix s'épaulant, procurant d'énormes émotions, connectant leurs relations, venant à eux deux pour foudroyer leurs adversaires. Ce sont eux les seconds de leur capitaine. Ils comptent bien ouvrir la voie pour le futur roi des pirates. Mais il est peut-être trop tôt pour crier victoire. Comme à leur habitude, les 2 se chamaillent. La fumée se dissipe, leurs adversaires sont toujours debout. Ce n'était que les échauffements. Mais les 2 ne perdent pas de vue leurs objectifs. Se comprenant pour une fois, ils assurent qu'une fois ce combat terminé, Luffy sera à 2 doigts de devenir le roi des pirates. C'étaient eux, 2 des plus puissants alliés de Luffy, lancés dans la plus grande bataille de leur vie. Bon voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'ai vraiment voulu faire parler toutes ces entrées. Elles sont pour moi des classiques incontestés, avec une mention spéciale à Muzan, qui conclut la première saison de Demon Slayer avec style. N'hésite pas à me proposer d'autres scènes en commentaire, sachant que je les lis tous. L'écriture et le montage m'ont pris pas mal de temps aussi, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour mes prochaines vidéos
si mon contenu te plaît.